Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'entame avec vous, après visionnage bien sûr, la filmographie de Peter Bogdanovich, un cinéaste cinéphile, acteur aussi, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup réfléchi sur le cinéma et qui en 1968 a proposé son premier long métrage de fiction qu'il a osé signer lui-même, parce qu'il en avait fait un autre en reprenant plus ou moins un film russe, enfin ça a été compliqué. Il avait fait aussi un documentaire sur Howard Hawks, on y reviendra un peu ici. Bref, là il va être question de La Cible, ou en version originale Targets. Donc là on se situe à une période importante des États-Unis, la fin des années 60, Nouvelle Hollywood. Est-ce que ce film en est un représentant? Oui, mais pas que. Ça je vais y revenir aussi. Dans le rôle principal, quasi méta d'ailleurs, nous avons la légende Boris Karloff, pour son tout dernier rôle, du moins où il apparaît physiquement au cinéma, un an avant son décès. Comme quoi, ce film, il a quelque chose quand même, parce qu'il anticipe presque de façon funeste pas mal de trucs. Et à ses côtés, alors acteur et actrice fatalement moins connus, Bogdanovich lui-même qui joue un réalisateur, vraiment là le côté méta, vous l'avez, Nancy Nsue, alors j'espère que je prononce pas mal son nom, qui malheureusement est assez prématurément décédé aussi je crois. Citons aussi la présence de Tim O'Kelly, qui n'a visiblement pas eu une grande carrière derrière, mais qui interprète vraiment le personnage très principal d'un film qui est assez sombre, de toute façon, qui parle d'une certaine fin, déjà d'un cinéma horrifique à la Roger Corman, tiens, puisqu'il est référencé ici, ce cinéma un peu gothique, Edgar Allan Poe, tout ça, à travers le personnage de Boris Karloff, que l'on voit donc dans un film qui existe en plus, qui s'appelle L'Halluciné. Je crois que c'est des prises qui n'avaient pas été montrées dans le film originel, qui sont projetées là, voilà. Et donc cet acteur, qui dans le film ne s'appelle pas Boris Karloff, il aurait pu pousser le vice encore plus loin et garder le même nom, mais non, c'est Byron Orlock, décide de prendre sa retraite, voilà, on voit ça au début, alors que le réalisateur, le producteur compte sur lui pour d'autres choses. Non, il arrête là, il sent que c'est la fin. Voilà. Et en parallèle, rien à voir sur le papier. Parallèle, donc on va suivre un ancien combattant du Vietnam, qui est jeune encore, qui en est revenu, qui a fondé sa famille, mais qui semble avoir un mal profond de cela, sans que personne autour de lui ne s'en rende compte. Et il va devenir ce monstre moderne et réel, qui va remplacer, ici c'est un petit peu à la thématique du film, le monstre de fiction. Parce que c'est ça, l'horreur derrière va se baser de plus en plus sur une certaine réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Bobby? C'est son nom. Je ne sais pas si je l'avais précisé avant, mais bon, peu importe. Vu que c'est un très bon tireur, fatalement, il a fait la guerre, mais bon, voilà, et qui collectionne les armes à feu, à un moment, il va péter un plomb et décider de tuer, comme ça, des innocents. Voilà. Et donc, ça parle aussi des armes à feu aux États-Unis. Beaucoup de choses dans ce Targets, ou La Cible. Alors, pourquoi La Cible en version en française, alors que il y en a plusieurs finalement dans le film, je ne sais pas. Et donc, à un moment, les deux histoires qui n'ont rien à voir sur le papier vont se rejoindre, mais dès le début, on voit donc Bobby acheter une arme et ensuite viser 100 balles, évidemment, pour tester, comme ça, et c'est là qu'il aperçoit de loin cette légende d'acteur interprété par Boris Karloff. Et donc, Bogdanovich, ici, il nous fait un bilan de l'Amérique en 1968. Et il en est presque visionnaire parce que tout simplement il a tout compris, déjà à l'époque. Et il faut le savoir, Bogdanovich c'est un amateur de grand cinéma classique d'antan, en tête Howard Hawks, dont il a fait le documentaire, et qui est cité ici dans un film qu'il a fait dans les années 30, on le voit à l'écran, ce métrage-là. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas c'est quelque chose où Boris Karloff a joué donc l'acteur, ici, le personnage du film. Vous voyez, on se mélange un peu les personnes, bref. Mais c'est aussi un grand amateur de John Ford. Et je pense que John Ford aurait, s'il l'a vu ou pas, j'en sais rien, mais apprécié ce film-là. C'est un petit peu comme si John Ford faisait encore du cinéma et qui parlait de la société actuelle. Ce qu'il faisait rarement, John Ford, il allait souvent dans le passé. À part Les Raisins de la colère, en gros, et peut-être d'autres que j'ai pas vus, mais voilà. Et donc il y a ça, son ancrage dans un cinéma un peu old school, mais aussi il ouvre ici un regard sur cette Amérique en pleine évolution, qui subit une véritable fin, là d'une certaine manière, fin
d'une forme d'illusion de liberté, hein, le mouvement hippie, tout ça, avec la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy des années avant, là, on le sent. D'ailleurs, il y a une référence vraiment à l'assassinat de Kennedy à un moment, avec ce point de vue subjectif à travers la lunette du fusil où il abat des gens sur l'autoroute, là, en voiture. Vous voyez, là, le côté... on se rappelle que l'Amérique a basculé en 1963. Et donc, Bogdanovich, ici, il insuffle une liberté à travers le cinéma. Avec un film comme ça, c'était à l'époque pas évident de le faire. Et donc, il s'inscrit dans cette mouvance d'un nouvel âge d'or d'un cinéma qui va être plus libre, mais qui questionnera toujours l'Amérique de toute façon. Faut pas voir le nouvel Hollywood comme quelque chose de hyper tralala poète machin chose. Hein. Il y a toujours un discours un peu mélancolique sur ce qui est en train de se passer, ou justement sur, on va dire, le choc des générations. Et ce film, il est vraiment dans un entre-deux. Et c'est un petit peu, je pense, le résumé de la carrière d'un Bogdanovich dont je n'ai vu aucun autre film, mais que je connais de réputation, qui a toujours, voilà, su aller de l'avant, mais en gardant un ancrage, de par son amour pour le cinéma et son côté critique aussi, sur des œuvres préalables. Et là, bah, en plus, il convoque frontalement le cinéma, jusqu'au moment où il y a la tuerie principale dans un drive-in, qui va annoncer en plus, et ça c'est funeste, mais c'est l'Amérique, les armes à feu, ça devait arriver un jour, la fusillade à Aurora, je crois que c'était en 2012, si je dis pas de bêtises, pardon, lors de l'avant-première de The Dark Knight. Bon, ça annonce sans annoncer de toute façon, mais voilà. Et alors, évidemment, le film est vraiment très bon. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées là, vous savez peut-être maintenant, si vous me connaissez bien, que vous suivez ma chaîne à travers plusieurs vidéos, notamment sur le cinéma américain, que j'aime beaucoup quand le 7e art questionne la société, y compris américaine, puisque comme je suis prof d'anglais à côté, la civilisation américaine, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé à l'université déjà, mais bon. Et là, c'est vraiment une œuvre à montrer, dans des écoles de cinéma sûrement, mais aussi pour parler de l'Amérique, parce que c'est ça, quand le cinéma met en avant le fond de la société, en plus, le regard de l'époque, c'est même pas, on revient en arrière et tout, c'est les années 60, 68, l'année terrible 68 quand même, hein, mort de Bobby Kennedy, tiens, le frère d'ailleurs, de Martin Luther King, tout ça, un an avant Nixon, enfin il y a quand même quelque chose là où on voit que c'est un film qui est peut-être un peu pessimiste, mais pas que, presque idéaliste à la fin sur comment la situation se résout, où le héros de fiction devient le vrai héros. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il espère quelque chose ici, mais bon, ou pas, c'est presque de l'ironie, quoi. Mais là, on est en plein dedans. Si vous voulez comprendre la société américaine, alors, sans qu'il y ait de discours historico, politico, trucs directs, frontaux, etc., bah, c'est pas du documentaire non plus, mais bon, hein. Il y a l'aspect documentaire, mais c'est du cinéma. Mais si vous voulez, voilà, regardez un petit peu à chaque fois qu'il y a des plans de silence, des séquences comme ça, où le tueur regarde autour de lui les choses, on voit l'Amérique. Ce magasin d'armes à feu, comment il observe les gens autour, et puis l'importance du cinéma à l'époque, qui est en pleine évolution, et qui du coup laisse ses anciennes gloires sur le tapis, sur le carreau, qui se rendent bien compte que c'est fini ici, hein, de toute façon. C'est un peu Bela Lugosi dans Ed Wood aussi, mais bon, c'est autrement. Quelque part, voilà. Donc ce film-là m'a fasciné. Au-delà même de l'aspect formel, qui ne va pas chercher l'esbrouf plus que cela, mais qui est efficace. Parce que il y a des échos avec des anciens films, ça c'est une certitude. On est vraiment dans le monde du cinéma jusqu'au bout, y compris du point de vue spectateur, donc après dans ces drive-in qui eux aussi hein, n'existent plus. C'est vraiment une autre époque qu'on voit là. Une autre époque qui laisse place à une autre époque, qui sera peut-être plus libertaire ou pas, mais d'autant plus violente à cause de la guerre du Vietnam, etc. Et donc ici, évidemment, le questionnement sur les armes à feu en libre service aux États-Unis, tout ça, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais là aussi, clairement, c'est toujours d'actualité, hein, évidemment, n'importe qui, en plus sous prétexte que c'est un ancien militaire, on va lui faire confiance facilement, tout ça, il a l'air vraiment... Hein, peut avoir des armes comme il veut, collectionner, avoir tout un arsenal s'il le souhaite, et se péter un plomb d'un jour ou l'autre, où là, bah, là on s'est même pas rendu compte de son état. C'est aussi l'Amérique aveugle, là. Il y a quelqu'un qui revient de la guerre, qui ne va pas bien, il essaye vaguement de le sous-entendre à ses proches, mais personne ne s'inquiète parce que c'est le petit gars qui est revenu de la guerre et qui donc... est super bien respecté, qui a réussi même à faire sa vie, qui a une épouse, tout ça, avec son papa, ils vont faire du tir, comme ça. Mais
il vrille petit à petit. À un moment, il décide de passer à l'acte. Voilà, et de devenir donc un nouveau monstre de l'Amérique. L'Amérique des tueurs en série et des tueries. Qui, du coup, va faire un basculement aussi dans certains films d'horreur qui ne seront plus des monstres à la Edgar Allan Poe, tout ça, gothique, tout ça, machin. C'est plus du Universal Monster non plus. Déjà, ça avait été plus ou moins remplacé. Mais ça va être maintenant des tueurs en série, des slashers, etc. Et où l'Amérique est au centre du questionnement, à l'image de 6 ans après, l'extraordinaire massacre à la tronçonneuse, qui dit beaucoup de choses sur cette société. Beaucoup, beaucoup. Donc la cible, Targets, c'est vraiment à voir, parce que ça me donne envie vraiment de me plonger dans le cinéma de Bogdanovich, parce que comme il avait un rapport au cinéma très proche, on le voit là, il en fait quelque chose, et ça marche. Et après, je crois qu'il fera une sorte de documentaire aussi sur John Ford, enfin, bon, c'est d'une évidence, quoi. C'est là-dessus quelque chose, pour moi, de crystal clear, comme on dit en anglais aux États-Unis. C'est un film qui me parle beaucoup, tout simplement. Et qui vraiment est entre deux. C'est pas un film hyper progressiste et tout, il y a un petit côté réac, c'est l'Amérique. On est là, quoi, vraiment, pouf, et ça fait le bilan. Je pense même pas qu'il y ait un point de vue très personnel là-dessus, parce que le monsieur, on le sait, a été à la fois donc très conservateur d'une certaine manière, mais aussi il voulait aller de l'avant. C'était Bogdanovich, c'est l'Amérique, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, ou de sa carrière par la suite, bien sûr, et je vous répondrai avec grand plaisir. À la prochaine, ciao!